Alors, vous m'entendez? J'ai pas l'impression qu'on m'entende. Non, pas pour l'instant. Gérard, On n'entend pas. micro, Gérard, s'il te plaît. On ne m'entend pas, on n'entend pas. Mais après, je peux faire a cappella, Gérard. Hein, j'ai déjà fait. Je suis en super forme. Parce qu'il y avait le bouton rouge allumé, alors on croyait que... Alors, bonsoir et merci à tous d'être venus à cette soirée. Bienvenue aux 3e rencontres cinématographiques de l'Orgue. Vous aurez 2 bandes annonces au début du film. La première, c'est celle qui a gagné le prix, qui présente les rencontres cinématographiques. Et la deuxième, c'est celle qui a gagné un prix spécial pour son travail. Vous voyez depuis quelque temps les affiches tout autour de l'Orgue et à l'Orgue qui présentent ce festival. C'est un élève de primaire qui a gagné. Donc on est très fiers de ce partenariat avec les écoles. Et je vais passer le micro à l'enseignante qui a choisi ce film et qui va vous présenter son travail. Et ensuite, il y aura une élève. Je vous souhaite à tous une très très bonne séance. Bonsoir, je m'appelle Madame Germain, je suis professeure d'italien à la cité scolaire de l'Orgue. On vient tout simplement vous présenter un petit peu le film avant qu'il ne démarre. Tu veux te présenter? Je m'appelle Asia, je viens du lycée de l'Orgue et j'ai 17 ans. Très bien. Alors, bonsoir mesdames et messieurs. Buonasera signore e signori. Bienvenue au Cinéma de l'Orgue pour les 3e rencontres cinématographiques dont la thématique est cette année Illusion. Benvenuti al Cinema di Lorgue per i terzi incontri cinematografici, la cui tematica quest'anno Illusioni. Ce soir, nous allons vous présenter un film réalisé par Paolo Virzi, intitulé Folle de joie. Stasera vi presenteremo un film realizzato da Paolo Virzi intitolato La pazza gioia. Il s'agit de la rencontre entre 2 femmes, Béatrice et Donatella, interprétées par 2 célèbres actrices italiennes, Valeria Bruni Tedeschi et Micaela Ramazzotti, qui vont devenir amies et vont vivre une folle aventure. Si tratta dell'incontro tra 2 donne, Beatrice e Donatella, interpretate da 2 celebri attrici italiane, Valeria Bruni Tedeschi e Michela Ramazzotti, che diventeranno amiche e si daranno la pazza gioia. Ce film s'inscrit dans le registre de la très célèbre comédie à l'italienne des années 60 et aussi des road movies américains. Questo film si può inserire nella categoria della famosissima commedia italiana degli anni 60 e anche dei road movie americani. Nous vous prions d'éteindre vos téléphones durant la séance. Merci de votre présence et de votre attention. Vi preghiamo di spegnere i vostri cellulari durante la visione del film e grazie della vostra presenza e della vostra attenzione. Nous vous souhaitons une agréable séance. Buona visione a tutti. Magnifique accent, n'est-ce pas? Tu as vécu longtemps en Italie, je suppose. Je suis née en Italie. Elle est née en Italie, quand même. Mais enfin... Alors, Robert Flores, donc pour les ciné-débats citoyens, je vais avoir le plaisir de vous présenter les 2 intervenants de cette soirée. Donc, déjà, avant le film, Joël Barré qui va vous parler de Paolo Virzi, notamment, et puis un petit peu quelques mots sur le cinéma italien. Et ensuite, après le film, viendra nous rejoindre Bruno Malek, prof d'histoire géo et psychanalyste, et on essaiera de traiter la question de l'illusion, des illusions. On essaiera de chercher où est la folie, où est la joie. Voilà, donc tout d'abord quelques propos préalables par Joël Barré. Alors merci. Bonsoir à tous. Alors, je voulais vous remercier d'être là, déjà avant de commencer et de vous présenter Paolo Virzi, parce que je pense que c'est important de venir assister à des séances de cinéma. Pourquoi? Parce que je trouve que la télévision ne remplit plus ce rôle de ciné-débat citoyen. Et je remercie les salles de cinéma qui prennent le risque comme ça de proposer à des jeunes festivals d'ouvrir le débat sur tout ce qui nous importe en fait. Voilà, donc je trouvais que c'était vraiment très intéressant de venir ce soir et donc de pouvoir apporter aussi un éclairage sur le cinéma italien. Voilà, donc ça c'est la première chose, donc merci à vous d'être là.
Alors, Paolo Virzi, c'est un réalisateur italien contemporain. Il est né en 1964 en Toscane. Vous savez que les réalisateurs italiens ou les Italiens, écrivains, peintres, etc., c'est avant tout une région. Donc lui, c'est la Toscane, paysage que vous verrez tout au long du film. Ensuite, c'est un réalisateur qui est brillant parce que depuis qu'il est sorti un peu de l'anonymat, 1995, il a obtenu tout un tas de prix. Donc du meilleur film, meilleur costume, meilleur scénario. Et depuis une quinzaine d'années, il circule donc dans les festivals internationaux et il est donc un des réalisateurs italiens qui commence vraiment à percer en France en tout cas. Donc pour sa cinématographie, sa filmographie, les quelques films qui ont percé, donc c'est Bella Vita qui lui a permis d'être connu. Il a donc été récompensé par un prix qui s'appelle le David di Donatello, qui correspond en fait aux Oscars hollywoodiens ou à la Palme de Cannes. Ensuite, Ferie d'Agosto. Voilà, bon, enfin, il y en a toutes les années pratiquement. Il a sorti un film et donc toutes les années, les films ont été récompensés. Alors, celui dont nous allons vous parler ce soir, Pazza Gioia, il a été donc présenté l'année dernière en 2016 au Festival de Cannes dans la section de la quinzaine des réalisateurs. Donc il a été là aussi reconnu et apprécié. Il a eu des éloges des critiques de cinéma. Alors ce film, Pazza Gioia, donc folle de joie, comme disait l'élève de tout à l'heure, ce sont deux jeunes femmes qui sont complètement opposées. L'une qui est extravertie, deux jeunes femmes folles, puisque le thème c'est la folie. Donc deux femmes qui viennent de milieux complètement différents. Donc l'une qui est plutôt issue de la société bourgeoise toscane et l'autre qui vient vraiment d'un milieu populaire. Et toutes les deux eh bien, sont fracassées par leur propre vie, par leur propre vécu. Donc c'est un parcours que nous propose de découvrir Paolo Virzi au travers de ces deux femmes d'aujourd'hui. Alors la femme italienne a souvent été considérée comme une icône. C'était une madone, une sainte, ou bien elle a été femme fatale aussi. Là, il nous propose un regard sur deux femmes qui sont donc complètement fracassées par leur vie et qui vont vivre donc dans un centre thérapeutique ouvert. On en reparlera tout à l'heure de ces centres qui reçoivent donc ces personnes déséquilibrées. Et donc, elle décide de s'échapper. Et on suit donc ces deux femmes que tout oppose, mais que le sentiment en fait de l'amitié, de la liberté va relier. Et donc on les suit au milieu du monde normal, on va dire. Et l'intérêt, c'est de voir que ce monde normal, eh bien, nous permet de voir en fait quelle est la normalité, quelle est la barrière entre la frontière entre la folie, entre la normalité, entre l'illusion et la désillusion. Donc voilà, c'est un film qui interroge le spectateur sur cette limite entre la normalité, la folie. Et donc voilà, à vous de découvrir un peu votre place par rapport à cette frontière. Hein, voilà.
Donc je vous souhaite un bon film. Merci. Dire quelques mots avant le film. Bruno Malek, quelques mots avant le film. Ça va être très court. Donc on vous attend après pour débattre. J'espère qu'on ne fera pas un débat. Vous savez que vous connaissez la blague. C'est un couple qui est au lit et l'homme raconte à sa compagne. Il lui dit ah, t'as vu comment j'ai fait aujourd'hui, t'as vu, hein, j'ai changé de rythme, t'as vu comment j'ai fait avec mes mains, t'as vu comment j'ai fait avec ma langue, ça. Il lui raconte tout ça. Et elle l'écoute et lui dit ah, bon, tu sais, c'est comme au ciné-club. J'aime bien le film, mais le débat, après. Merci. Merci Bruno. Alors on va lancer le film en cabine, si tout le monde est prêt. J'en profite pour vous rappeler qu'à l'issue avant votre sortie, vous remettrez vos bulletins de vote, si vous voulez bien, dans l'urne. Et on triera, hein, donc les fous d'un côté et les non-fous de l'autre. Hein. Donc voilà, on vous dira tout ça tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Fin de la musique. Alors sur ce film de Paolo Virzi, tout d'abord, personnellement, oui, voilà, la lumière va revenir, mais l'esprit est là. Paolo Virzi, moi je connaissais pas du tout. Alors je suis enchanté d'avoir fait la connaissance avec ce réalisateur. Du coup, je vais m'intéresser à son œuvre. Et puis Michaela Ramazzotti, que je ne connaissais pas du tout, hein, puisque je connaissais très bien Valeria Bruni Tedeschi, que j'adorais et que j'aime toujours énormément. Mais là, vraiment deux rencontres extraordinaires. Donc, pour commencer sur les aspects filmiques, hein, de ce film, Joël Barré, peut-être quelques pistes, quelques éléments de compréhension, d'analyse. Alors déjà, Michaela Ramazzotti, c'est l'épouse de Paolo Virzi. Donc voilà, il y a quand même une bonne entente entre le mari réalisateur et l'épouse donc comédienne. Ensuite, concernant le film et la folie, on voit que Virzi essaie toujours de montrer la folie dans son côté un peu sombre, parce que ces deux femmes souffrent forcément. On voit, elles ont un parcours vraiment toutes les deux très difficile. Mais en même temps, il y a ce côté cinéma italien où il y a quand même toujours un peu de la joie, il y a toujours de l'exaltation. On pleure avec elle et on rit avec elle. Donc il arrive vraiment à garder ce côté joyeux et qui fait que ce film, finalement, ce parcours de ces deux folles, on adopte leur souffrance, on comprend davantage leur douleur et on arrive... il y a un petit souci, j'ai appuyé sur le mauvais bouton peut-être. Et on arrive à s'identifier à leurs excès en fait. Hein. Alors ce qu'il faut aussi retenir, c'est... il y a beaucoup de scènes qui sont filmées le soir, parce que le crépuscule, c'est un moment où il y a des choses qui se passent, il y a une beauté, il y a une fin d'une journée, donc c'est des moments dans lesquels on les retrouve toutes les deux. Un peu perdus parce qu'il y a souvent du bruit, hein. On les retrouve dans les discothèques, on les retrouve aussi au milieu du carnaval, des fêtes populaires, et donc c'est des moments où il y a des basculements comme ça au milieu de la foule. Elles sont avec leur folie, elles sont au milieu d'autres folies qui sont acceptées, qui sont tolérées, qui sont les excès de l'ivresse dans les discothèques, des boîtes de nuit avec la drogue, avec l'alcool, avec l'excès, les fêtes foraines où là aussi il y a des débordements. Donc voilà, il y a toujours un peu ce film qui nous montre cette frontière, de quel côté on est, entre l'illusion de la normalité et puis la désillusion, la folie. Voilà.
Bruno Malek, en quoi ces deux personnages sont-elles folles de joie? Alors, je vais tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Joël. Moi, ce qui m'a marqué dans ce film, c'est la rencontre. C'est la rencontre de ces deux personnes, c'est la rencontre de ces deux êtres qui s'aiment. Hein. Et cette rencontre, voilà, transforme le monde, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est en quoi, quand un être vous manque, tout est dépeuplé, quoi. Hein. C'est vraiment le cœur du film, quoi. C'est grâce à l'amour de l'une et grâce à l'amour de l'autre, voilà, elles s'en sortent, quoi. Elles s'en sortent. Voilà. Alors, quand j'ai commencé tout à l'heure avec la blague de Reiser, d'ailleurs, c'est parce que souvent les explications après sont toujours très plates. Alors voilà. Alors sur cette rencontre, elle est tout de même assez improbable. Pourquoi, comment Béatrice repère-t-elle Donatella et lui fond-elle dessus, lui fonce-t-elle dessus? Comment on peut... C'était... c'est quoi? C'est non, c'est qui? C'est les deux écrivains, là, j'ai oublié. Montaigne et la Boétie. Ouais, là, oui, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Eh ben, c'est tout. Je veux dire, à la fin, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'était lui, c'était elle, et puis voilà. Et c'est deux mondes totalement opposés, parce que quand même, Béatrice vient de l'aristocratie. Mais alors, c'est ça, voilà, c'est ça l'intérêt de ce film. C'est-à-dire que là, elle vient d'une petite ville de province. C'est en quoi la rencontre vient, je dirais, percuter toutes les inscriptions, quoi, je dirais. Et c'est ça l'intérêt. Hein. C'est comme quoi, voilà, elle est là, c'est une femme, de droguée, de tatouée. Enfin, on pourrait énumérer comme ça une série d'étiquettes. Et puis d'un coup, paf, ça se brise. Il y a une rencontre. Voilà, tout ça se brise et enfin, la vie passe, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut... Alors, je ne sais pas qui a écrit le scénario, Joël. C'est Francesca Archiviaghi. D'accord. Mais je ne pourrais pas en dire plus. Désolée. Parce que, je ne le connais pas, mais on peut se demander si la volonté de l'auteur du scénario, et peut-être de Paolo Virzi, c'est de nous montrer que une rencontre, aussi improbable soit-elle, peut avoir des effets thérapeutiques et qui vont au-delà même des effets thérapeutiques que l'on attend de l'institution qui les accueille. On est dans quelque chose voilà, qui est hors du raisonnable, quoi, dans l'irrationnel. Alors, en ce qui concerne la folie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a vraiment fait des recherches sur les fous. Il est allé se renseigner. D'ailleurs, on voit des acteurs, des actrices, surtout puisque c'est une communauté de femmes. Il y a des fous, hein, enfin des folles. C'est des vraies folles. Donc, il s'est vraiment imprégné de ce milieu-là. Les deux comédiennes, donc Valeria et Michaela, se sont imprégnées aussi de cet univers de la folie pour vraiment rentrer dans la peau de leur personnage. Et ces institutions donc thérapeutiques, psychiatriques, elles sont originales parce que en Italie, depuis les années 80, fin 1978, il n'y a plus d'hôpitaux psychiatriques. Et donc on essaie de réinsérer ces personnes parce que je ne sais pas si vous aviez vu il y a quelques années, c'était un film assez terrible qui montrait les institutions psychiatriques, les fous furieux. Ça s'appelait À nos belles années. Et on voit l'institution psychiatrique qui est vraiment dure, où les gens, les fous, sont enfermés, ils sont avec des camisoles de force, ils sont enfermés, ils sont vraiment shootés de médicaments. Et donc il y a une loi qui a été promulguée, et donc qui essaie vraiment, grâce à la psychiatrie, aux avancées de la psychiatrie, de donner
la possibilité à ces folles, à ces personnes, de se réinsérer. D'ailleurs, on les voit travailler. Donc, il y a beaucoup d'institutions comme ça qui permettent à ces personnes de pouvoir se réinsérer. Alors, évidemment, grâce à l'aide de médicaments, elles arrivent quand même à être stabilisées. Mais elles ont quand même une vie sociale, elles gagnent de l'argent, alors pas beaucoup, parce qu'on voit, elles sont payées toutes les semaines une centaine d'euros. Mais c'est un moyen de faire comprendre que c'est des individus, qu'il y a une part d'humanité et que la folie, c'est pas simplement un dérèglement du cerveau, c'est aussi à cause des antécédents de la famille. Pour Béatrice, c'est un mari qui ne s'occupe pas d'elle, qui ne l'a pas prise en considération, une femme qui est en manque d'amour avec sa mère aussi. Pour Béatrice, c'est une jeune fille dont les parents étaient complètement inexistants. Elle a essayé de se construire au travers de cet enfant qu'elle a malheureusement pas pu garder. Donc voilà, c'est quand même des personnes fragiles, mais elles sont fragiles parce que affectivement elles souffrent, elles sont en souffrance. Et donc la rencontre entre ces deux personnes, ça marche, cette alchimie, elle fonctionne parce que elles se sont reconnues, parce que toutes les deux elles se sont fracassées, elles ont été fracassées par les autres. Et ce qu'il y a de beau, c'est que on a tous peut-être une part en nous détruite, à des degrés forcément plus ou moins forts, et donc ça passe. Ça fait pas des cas cliniques. On les regarde pas comme des cas cliniques. Ces personnes-là, elles nous touchent parce qu'on se retrouve quand même un peu en elles. On connaît des gens qui ont été fracassés, on a forcément aidé des gens aussi comme ça. Voilà, et puis les adolescents aujourd'hui sont souvent en souffrance. Donc c'est une société qui nous parle, la société de Virzy, parce qu'elle est réelle, elle est dans la douleur, mais il y a quand même toujours une part d'espoir. Et cette part d'espoir, c'est cette folie de vouloir chercher à tout prix le bonheur. Le bonheur, il n'est pas matériel, il est dans le lien de ces deux femmes, dans l'amitié, on part ensemble, on va rire, on va essayer. Il y a cette partie quand elles sont toutes les deux dans cette voiture là, où il y a le soleil couchant et puis on voit Béatrice qui joue avec son foulard. Enfin, c'est très joli, c'est des gestes tout simples qui nous montrent la beauté aussi de la folie. Voilà. Alors, Bruno, en quoi ces deux personnes ont-elles droit au bonheur, finalement? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bonheur-là? Tu vois, je t'avais dit que je t'embêterais. Ah oui, c'est Saint-Just qui disait que c'était une idée neuve, mais bon, oui. En quoi elles ont droit au bonheur? Bah dis donc. Bon, je sais pas répondre à ça. Bon, comme chaque être humain. Bon, je sais pas, non. Là, tu me fais... Alors, je t'ai collé. Je suis content. Alors, une autre question, et puis après, on va passer la parole à la salle. Oui. Quelle part peut-on donner dans la trajectoire de ces deux personnes entre ce qui relève de la folie et ce qui relève de l'humanité, finalement? Où est la frontière? Alors, par contre, là, c'était intéressant parce que c'était tout le temps, tout le long du film, t'es folle, non, t'es complètement folle, t'es tarée, enfin bon. Et bon, oui, bon, tout le monde est fou, quoi. C'est bien. Ça, au moins, là, on est sûr de ça. Voilà. Dans la notion de liberté que l'on retrouve, parce qu'il y a cette escapade qui nous fait penser un petit peu à Vol au tunnel de coucou,
Hein, quand vous vous rappelez le film de Milos Forman, quand Nicholson, avec ses acolytes, s'échappe et monte sur un bateau et ils partent en mer à la pêche, et là il y a une espèce de moment de vérité, d'humanité. Quand elle s'échappe de l'institution, voilà, il y a des pulsions comme ça de liberté. Voilà, quand on en a parlé hier, c'est vrai que les premiers mots qui me sont venus, c'était la question de la vérité vivante, chère à Christine Angot, la vérité brute, la vérité jouie, quoi, en fait, la vérité qui passe par le corps, quoi. Et ça, voilà, c'est ça, c'est porté, le film porte ça, quoi. Je veux dire, cette question de la vérité des êtres, quoi. Voilà. Et donc là, on est au cœur de ça, quoi. C'était en cela qu'il est touchant, hein, en cela qu'il est touchant, et en quoi il vient heurter, ben voilà, tous les savoirs universitaires, médicaux, qui leur sont opposés, quoi. Voilà. Et ces deux femmes, est-ce qu'on peut dire qu'elles ont eu chacune des enfances malheureuses, des enfances traumatiques? Oui, c'est ça. Il a une belle veste, et c'est une belle merde, hein, à propos du père de Donatella. Oui, oui. Bon, il a fait son boulot de père, quoi. Bon, comme il a pu, hein, j'ai l'impression. Bon. Bon, il avait les deux, quoi. Il avait la veste et la merde. Bon, c'était bien. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que on peut toujours, oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut toujours adresser ses coordonnées à l'autre? C'est maman, c'est papa, c'est ta cause. Voilà, à un moment donné. D'ailleurs, dans ce film, elles assument, hein. Elles assument leurs êtres. Hein. Justement, cette scène du suicide, enfin de la tentative de suicide, elle est très particulière parce que c'est une tentative, en fait. Hein, heureusement, d'ailleurs, comme dit l'autre. C'est un échec, mais il vient. C'est un acte, quoi. Il vient en termes d'acte, c'est-à-dire il vient permettre au sujet de s'affirmer quelque part. Hein. Il y a quelque chose. Alors, elle tombe dans quelque chose qui est, moi, ce que j'ai appelé hier d'un néologisme, du côté osmique. C'est-à-dire osmose et cosmique, quoi. Elle tombe dans cette eau, elle plonge dedans. Je suis bien. Enfin bon, là, oui, elle touche quelque part le fond, quoi. Évidemment. Ouais. Et ces deux femmes, peut-on parler de pères défaillants ou absents? Quel rôle a-t-il joué le père dans ces histoires? Parce que chez Donatella, il a apparemment joué un rôle parce qu'elle lui avoue son amour, alors qu'il est largement défaillant, mais il est peut-être largement présent. Bah, il lui a donné son nom, bon, je crois, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Non, le père défaillant, c'est l'ordure, la ringarde, Maurizio, quoi, qui n'est même pas capable de reconnaître l'enfant qu'il a fait, quoi. C'est celui-là, l'ordure, quoi. Le père de l'enfant. Ouais. Oui, d'Elia, quoi. C'est le père d'Elia, quoi. C'est celui-là. Et puis en plus, ce qui est terrible pour elle, c'est qu'elle, je ne connais pas les lois italiennes, mais enfin bon, en France, heureusement, elle aurait pu faire un procès pour lui faire reconnaître l'enfant, heureusement. Mais là, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Enfin, cette scène du carnaval où il lui donne sa montre ou je sais quoi, son bracelet, là. Enfin, bon, du tombeur italien, quoi, je sais pas comment on pourrait dire, enfin bon, sans être méprisant, mais enfin de ce type-là, quoi. Ah oui, non, c'est vraiment une ordure, quoi, oui. Et les mères de ces deux femmes, d'ailleurs, vous avez tous reconnu dans la mère de Béatrice, la mère de Valéria, c'est sa mère biologique, hein, c'est Madame Bruni ou Madame Tedeschi, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui est la mère de Carla Bruni aussi. Ces deux mères, elles sont, comment on peut les qualifier? Je te laisse le choix. Non, je donne la parole. Alors, on a la mère de Donatella, donc la brune, qui apparemment est vraiment la femme à la limite de la prostituée. On a vraiment l'impression qu'elle a pas mal roulé sa bosse, là. Et on a une femme en fin de parcours qui n'a rien
trouver d'autres, puisqu'apparemment elle est peut-être plus bonne pour le trottoir, de s'occuper d'un général à l'agonie. Donc en espérant pouvoir récupérer les sous, le magot, la maison. Donc c'est pas forcément la mère idéale. Et puis de l'autre côté, pour Béatrice, une femme qui a l'air plutôt dépassée et qui pense avoir accompli sa mission, puisque cette fille c'est vraiment un fardeau. Elle a payé les dettes de sa fille. Voilà, donc on a l'impression que l'une subit toutes les errances de sa fille et qu'elle assume, et que l'autre essaie de sauver sa peau et qu'elle essaie malgré tout de temps en temps de se rappeler qu'elle est mère de Donatelle. Voilà, donc on a vraiment les deux facettes un peu opposées à mon avis. Hein. Des interventions dans la salle sur tous les aspects du film, de la clinique des maladies mentales, de la Villa Biondi, la Villa des Blondes. Il n'y a pas de rapport entre les blondes et la folie. Hein. Non, il n'y en a pas. Une réaction dans la salle. Je pense que quand même, puisqu'il y a eu des applaudissements, vous avez apprécié le film. On pourrait partir par là. Pourquoi vous avez apprécié le film? J'ai bien vu par la tête. La tristesse, comme on a dit, des personnages, mais surtout Parce qu'ils veulent vous entendre. Non mais ça marche, mettez-le juste devant la bouche. La joie et la tristesse, on disait. Non, mais la joie et la tristesse voilà. du film. Voilà, le jeu des acteurs, très bien. J'ai bien aimé le film, voilà. Mais votre voisine, que je voyais réagir aussi. Ah, c'était plaisir. Moi, je trouve que j'ai essayé tout au long du film de distinguer, c'est pas le vrai du faux, mais c'est le fou du pas fou. Et c'est un tel mélange que c'est vraiment un casse-tête terrible. Non, madame, oui. Ouais. Si. Là, vous êtes invité. Allez. Un petit mot. Bonjour, micro. Non, parce que je vous ai vu. La normalité, je ne sais pas où elle commence, où elle s'arrête, mais je voudrais savoir qu'est-ce qui fait, parce que des gens qui ont des enfances difficiles, il y en a pléthore, qu'est-ce qui fait qu'on bascule ou pas? C'est le choix du sujet. Hein. Chaque personne a sa propre résistance, son propre choix, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Bon, alors, en attendant que monsieur ait le micro, il y a Boris Cyrulnik, qui parle de résilience. Grâce, donc la résilience, ça serait pour une personne qui a vraiment des grands troubles psychologiques et affectifs, ça serait de trouver l'âme sœur et donc à partir de là résoudre le problème du père et de la mère au travers de la personne aimée. Donc de trouver une personne capable de comprendre son mal-être, son malaise, de la dorloter, de réussir à l'accepter telle qu'elle est. Et donc il faut, par la magie de l'amour, ces personnes arrivent à se guérir, à s'auto-guérir en fait.
Donc voilà, mais c'est très rare parce que trouver l'alter ego, c'est pas toujours évident, et il y en a beaucoup qui pensent en trouvant une personne réussir, parce qu'en fait toutes les deux, mais je pense que toutes les deux c'est le propre des femmes qui sont dans ces souffrances-là, c'est de chercher un amour qui les regarde et qui les accepte telles qu'elles sont. Voilà, c'est vraiment ça. Et là, elles n'ont pas trouvé, donc elles retournent toutes les deux dans l'institution, quoi. Voilà, monsieur, je vous laisse la parole. Jean-Paul. La précédente question qui a été posée dans la salle, elle est intéressante parce que elle participe au fait que la causalité de ce qu'on peut appeler une grande souffrance psychique, qu'elle soit sur le versus psychotique ou le versus névrotique, elle n'est pas automatique. La clinique le montre. Quand vous écoutez des gens pendant de longues années, on entend la chose suivante. Dans une fratrie où il y a des parents violents, alcooliques, incestueux, etc., où il y a plusieurs enfants, eh bien les effets... c'est là que je rejoins Bruno sur le choix du sujet. Le choix, c'est pas je décide que ce soit autrement. Le choix du sujet, au sens où je l'entends de la part de Bruno Malek, ça se fait en partie à l'insu du sujet. Et la clinique montre en fait que quand il y a une fratrie qui est confrontée à, on va dire, à un scénario familial plutôt difficile, catastrophique, même comme ceux qu'on a vus dans le film, eh bien les résultats, vous avez des enfants qui réussissent leur vie, qui vivent une vie. Je me refuse d'utiliser ce terme de normalité, il n'y a pas de limite, parce que pour la bonne et simple raison que sur cette question de la normalité, on voit beaucoup de gens normaux dans la presse qui finissent par tuer toute une famille, massacrer, s'entourer de ceintures d'explosifs pour aller se faire exploser au nom d'une idéologie, n'importe quoi, on s'en fiche. En fait, c'est pas ça. C'est que dès lors qu'on s'engage dans un processus où on se tue soi-même, la chose qu'on va chercher à tuer, ça rejoint l'histoire, tout ce qui est dit autour du suicide aussi. C'est que d'abord, le premier objectif, c'est d'arrêter la souffrance du sujet au niveau psychique. L'horreur de l'angoisse, quand certaines personnes la portent au quotidien et depuis de longues années, eh ben, se suicider, quand elles y réussissent, c'est une réussite pour le sujet parce que, effectivement, ils n'ont pas eu d'autres solutions. Et c'est la liberté du sujet qui peut amener au suicide. Alors, évidemment, ça produit des conséquences difficiles dans le champ familial et social, beaucoup d'incompréhension, mais j'ai l'impression, si vous voulez, que à écouter ce que j'ai entendu ce soir des différents intervenants, cette question de la folie, il faudrait bien de se la poser à un niveau global quand on voit comment le monde évolue, ce à quoi on participe au niveau individuel, sans trop savoir ce qu'on dit ou ce qu'on fait, et que pour le moment, il semblerait que les choses deviennent aillent dans quelque chose de vraiment difficile, mais à un niveau global. C'est ça la folie. La folie, elle est globale, elle est propre à chacun de nous. Elle peut, à un moment donné, à l'occasion d'un choc, quelle que soit la nature du choc, psychologique, événementiel, aller vers quelque chose de difficile pour le sujet, qu'on va qualifier de folie, mais la folie est déjà là. Le germe est déjà là. Et on est porteur plus ou moins de tout ça. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je me refuse à qualifier les fous et à les qualifier. Quand on regarde, par exemple, le film, vous pouvez voir dans l'ensemble des personnes qui sont là, qui sont en institution, il y a effectivement des problématiques cliniques qui seraient très difficiles à traiter par la parole, et il y en a d'autres. Quand on commence à les écouter, à les remarquer, à leur donner de l'existence pour la disponibilité qu'on va avoir à entendre ce qu'elles disent et ce qu'elles font, eh bien ça change tout. C'est au fond la fin du film. La réponse vous convient, madame? Sur le choix, par exemple, aussi,
Justement, moi, là où j'habite, il y a un garçon l'autre jour qui m'interpelle et qui me dit t'as vu, Bruno, ils ont trouvé des planètes, des nouvelles planètes, 3 nouvelles planètes. Il me dit. Bon, je connais le garçon, il rencontre quelques difficultés. Bon, et je dis oui, des planètes. Oui, et il paraît qu'elles sont habitables et on pourra aller vivre là-bas et que la vie est possible. Alors je dis bien c'est bien, elle est sûrement plus possible là-bas qu'ici, c'est ça que tu veux dire, hein, alors il me dit oui c'est ça, oui, la vie est sûrement mieux là-bas qu'ici. Bon, et ils vont aller avec un vaisseau, ils vont aller avec le vaisseau et dans le vaisseau il n'y aura pas d'armes, enfin des pistolets en plastique et des couteaux en plastique. Tu sais les couteaux en plastique qui coupent le pain et qui coupent la viande, tu vois? Alors je dis oui, le problème du couteau, c'est que il est nécessaire, mais que ça peut être une arme et qui peut blesser. Hein. Oui, c'est ça. Et la phrase d'après, c'est tu t'es bientôt à la retraite? Voilà. Bon, c'est pas, le garçon, bon, oui, voilà. Il est aidé hein, en psychiatrie, mais je sais que ces phrases-là ont un effet très fort sur lui. Hein. Justement, comme vous parliez de ce qui fait qu'il a dû sombrer, enfin, j'en sais rien. Moi, je connais le père de ce garçon. Il courait après ses fils, il en avait plusieurs, avec un club de golf. Pour essayer, le petit club de golf en métal, là, vous voyez, pour essayer de leur casser la tête. Enfin bon. Oui, voilà, ce père-là, oui. Père tyrannique, là, oui, ça, c'est, oui. Ça a des effets, oui. Oui. Je ne sais pas quelle est la couleur. Sur la fin de l'intervention de Jean-Paul, à savoir qu'une relation d'écoute, une relation vraiment tournée vers l'autre, vers celui qui s'exprime, peut aider quelqu'un à vivre, tout simplement. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ah mais tout à fait, bien sûr. Oui, bien sûr. Je sais que ce garçon-là, après, comme c'est un quartier, tout le monde se connaît, on est venu me voir, on m'a dit, qu'est-ce que tu lui as dit? Parce que après, il te cherchait partout, il voulait encore te parler, etc. Bon, on s'est revu après, mais pas ce jour-là. Mais bon, oui, bien sûr, là, ça tout de suite beaucoup d'écho. Hein. La vie possible, oui, la vie possible, oui. Où est-ce qu'elle est possible, la vie? Oui. Pour lui, c'était, oui. Ici, dans le coin, c'est pas terrible. Hein. Ouais, bon. Mais oui. André? Par rapport à ce que vient de dire Jean-Paul et sur l'écoute qui peut tout changer, je trouvais justement que c'est le basculement du film à la fin, lorsqu'elles ont ce dialogue au bout de leur cavale, elles sont un peu fatiguées, épuisées, un peu moroses, un peu plus, ça peu trop quoi faire, et elles sont assises sur ce mur, et Donatelle raconte se confie finalement pour la première fois à l'autre, donner des détails de ce qui l'a amené là où elle est, et Béatrice lui répond à chaque phrase, moi aussi. Donc ce moment d'écoute est le long là, entre toutes les deux, c'est pas entre un personnel soignant et un patient, c'est entre deux personnes en difficulté, mais finalement ça renforce leur relation, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que si elle décide de retourner à l'institution, c'est vrai qu'on peut considérer que c'est un échec. La cavale a mal tourné et elle retombe dans les pattes du système médical et de la prise en charge des malades par l'institution, mais peut-être aussi qu'elles ont suffisamment avancé dans leur relation personnelle pour se dire que, elles ne retournent pas avec l'idée qu'elles sont vaincues et qu'elles capitulent devant cette solution unique, mais parce qu'elles se disent peut-être qu'on va pouvoir la s'en tirer. Moi, j'ai cette vision un peu optimiste à la fin de la chose. Il y a tout ce passage avec... Pardon, vas-y, moi je suis d'accord parce que c'est ce que dit Donatella, quoi, parce qu'elle retourne quand même apaisée, parce qu'elle a vu son fils et elle se dit, voilà, après on pourra peut-être se revoir, et cette Donatella, c'est une histoire banale, mais qui a dû se passer de nombreuses fois, mais elle n'est pas folle. Banalement féminine, là, ou maternelle, quoi, voilà. Oui, mais c'est ce qui lui arrive, c'est terrible, quoi, et elle n'est pas folle du tout, mais elle peut plus voir le petit. Quand la seule fois où elle est là, elle décide qu'ils vont partir tous les deux, et puis elle est broyée, quoi.
Et donc elle retourne, oui, moi je suis d'accord, parce que pour l'instant c'est la solution, mais il y a vraiment un espoir, quoi. Et là, vous avez raison, madame, sur la fin qui pourrait paraître romancée, hein, ces retrouvailles un petit peu magiques, mythiques, dans l'apaisement avec cet enfant qui... Romantique. Romantique, oui. Qui reconnaît, il sait un peu, il sait que c'est quelque chose, voilà, ça doit être sa mère de naissance, hein. Et vous disiez, effectivement, quand elle arrive à le revoir, à lui parler, après elle est apaisée et elle peut enfin se retourner vers sa propre vie, se soulager de sa souffrance. Et elle lui dit, tu as une belle famille. Oui. Mais elle s'y inclut. Elle en fait partie. Et au niveau de cette famille, il faut remarquer, et c'est là où je trouve qu'il y a une clinique qui est juste, puisqu'on est dans l'adoption, vous avez tous compris, c'est la posture des parents adoptifs. Quand le mari retient sa femme, il dit « laisse ». Enfin, il dit rien d'ailleurs, « laisse ». Et la mère adoptive est dans l'émotion, elle a peur qu'elle lui casse son enfant, qu'elle l'emporte. Voilà. Oui, alors c'est ça, c'est la question. Très, très, très belle cliniquement. C'est la question de la normalité. Là aussi, voilà, il y a cette famille-là, elle est comme ça. Il y a deux mères, et il y a un père adoptif, enfin bon, et une autre inclure là. Donc voilà quoi. Donc chaque enfant a la famille qu'il a, quoi. Je veux dire, il y a autant de familles qu'il y a d'êtres humains, quoi. Donc là, quelle est la normalité? Voilà. Ou alors il faudrait l'écrire norme mal en deux mots, quoi. Oui. Du côté de ce qui s'inscrit du côté du père, quoi, mais du père pater familias, quoi. Hein? Vous voulez répondre à André L'histoire de votre petit garçon qui voulait aller vivre dans une autre planète, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas accepter ou reconnaître la réalité dans laquelle ils sont et qui s'en vont dans le rêve et surtout dans le déni de leur situation. Et c'est là que le côté psychotique intervient. C'est comme ça qu'on se retrouve en dehors du réel. Et que la différence entre... Enfin, moi, c'est ce que j'avais compris. C'est ce que entre le fou et le pas fou, c'est la différence entre l'irréel, le réel et le pas réel, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Quand on s'en va dans des choses qui sont complètement aberrantes, quoi. Qui n'ont plus rien à voir, quoi. Ce qu'on a vu là, on en a vu des beaux exemples. Voilà. Jean-Paul. Par rapport à ce que vous venez de dire, madame, il y a une chose qui n'est pas toujours facile à entendre. C'est qu'il est heureux qu'un sujet qui soit en souffrance utilise la fonction du déni, et il est important d'entendre cette fonction du déni comme un soin que le sujet s'apporte, aussi paradoxal que cela puisse paraître. La fonction du déni, tu peux expliquer, l'alcoolique qui boit, par exemple, qui est dans un excès de consommation d'alcool, qu'on regarde souvent comme un sujet malade, c'est d'abord un sujet qui se soigne en consommant cet alcool. Et la question du déni, si on fait relation à ce sujet qui est en difficulté dans sa relation à la molécule d'alcool, il y a ce temps du soin, et pour certains, au-delà des cures et autres, d'aider à ce qu'une parole puisse, je reviens sur ce thème de la parole, s'instaurer entre le sujet alcoolique et l'autre, quel que soit l'autre au fond, et que cette question du déni, au fond, l'idée c'est de passer du déni soin à quelque chose qui fait, à partir de l'accès à la conscience du déni, développer une autre forme de soin. Et ça existe, je peux en témoigner dans la réalité. Vous avez des personnes en très grande difficulté. La souffrance psychique, le premier temps, il n'est pas toujours très coordonné avec ce qu'on pense de la normalité. Ça veut dire simplement que tous autant que nous sommes, en tant que sujet, on fait ce qu'on peut avec cette souffrance psychique. On ne fait pas toujours ce qu'on veut ou ce que notre entourage va décider de cela.
Tout à l'heure, là, les choses peuvent évoluer. tout à l'heure, monsieur parlait de la discussion au bord de plage, où il y a toute cette question de la dépression. Voilà. Finalement, il faudrait finir comme étant dépressif, heureux, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on peut à peu près rien faire contre ça, parce que évidemment, comme disait tout à l'heure Jean-Paul sur la difficulté de vivre, hein, mais au moins qu'on voilà, c'est difficile, mais bon, c'est la vie, quoi. Madame, là, sur l'irréel, c'est compliqué. Hein. C'est aussi une question par rapport à... Le déni, c'est intéressant, Jean-Paul a tout de suite rebondi, parce que c'est la question aussi de l'autre, mais de l'autre externe, mais de l'autre interne, hein, de l'autre en soi. Hein, et voilà, c'est ce déni-là. Alors bon, vous avez parlé de la psychose, moi j'évite hein, d'étiqueter. Hein, c'était l'ancienne distinction entre la névrose et la psychose. Qui a toujours en cours, mais non, mais là, oui, on n'est pas dans un cadre clinique, quoi. On va pas assommer les gens d'étiquettes. Dans le film, on voit Donatella avec son enfant à 2 reprises, et à 2 reprises, la scène se joue dans l'eau. La première fois, c'est pour le tuer. Et la deuxième fois, il y a une sorte de renaissance, au moins d'elle. J'aimerais avoir votre avis sur cette scène du point de vue clinique. Le fait de rejouer quelque chose qui fut traumatisant, mais avec une conclusion heureuse. Est-ce que c'est pas de nature à soigner, à concourir aux soins? Complètement. Mais est-ce que c'était traumatisant? A priori, le gamin il était avec les coups. Il avait sa maman. Quand même. Oui, mais il y avait sa maman en face de lui qui avait l'air ravie. Donc il était embarqué dans quelque chose qui devait être très angoissant sûrement, mais enfin, ça va être difficile de le dire. Il y a ce double sentiment, quoi. Il avait quelque chose en face de sa maman qui était complètement prise dans ce qu'elle éprouvait, et ça avait pas l'air de. Enfin, on voit pas d'enfant en pleurs. Enfin, il y a quelque chose là qui est très particulier. Il y a quelque chose de suspendu là. Après, c'est lui qui appelle sa mère dans l'eau la deuxième fois. Donc non, oui, bien sûr ça se rejoue, mais sur quel mode? C'est ça la question. Et eux seuls peuvent le dire. Alors là, bon, moi je pense qu'il y a une volonté c'est un petit peu romancé, hein, c'est une façon de rétablir les choses en permettant à cette mère de se baigner dans une eau calme et dans le calme. Donc il y a je pense qu'il y a une recherche de recréer de l'harmonie entre ces deux êtres pour permettre à cette mère de pouvoir continuer son chemin après avoir rencontré son fils. Oui, des eaux infernales. Elles passent à des eaux baptismales où il y a une espèce de renaissance. Et donc, c'est des eaux purifiées. Donc c'est très joli, c'est vrai, vous avez fait une belle remarque. Il y a autre chose, quand j'ai vu le film, tout de suite m'a fait penser à l'écrivaine marocaine, prix Goncourt, Leïla Slimani, qui raconte bien aussi, parce qu'elle dit, oui, les hommes sont toujours à raconter l'amour de leur maman, mais elle raconte du côté féminin, et elle dit, les mères ont envie de tuer leurs enfants. Voilà. Donc, c'est-à-dire la façon de penser la relation de la mère à l'enfant, c'est pas la même chose quand c'est une femme qui l'écrit, quoi, ou que c'est une femme qui le dit. Là, on a quelque chose comme ça aussi. Moi, j'ai entendu quelque chose comme ça. Oui, d'ailleurs, c'est ce que dit Madame Boulouni-Tedeschi, qui a dit qu'elle se tue, hein, qu'elle disparaisse, et c'est ce que reprend plus loin Béatrice. On dit, oh, il me reste plus qu'à me tuer, ça fera plaisir à ma mère. Alors, le temps du débat, de la fin du débat arrive. S'il y a encore une intervention, on la prend. Sinon, on va se quitter en se souhaitant une bonne soirée. Donc moi,
Je vais en profiter pour remercier nos deux intervenants, donc Joël Barré, merci d'avoir préparé cette intervention. Merci pour votre éclairage sur le cinéma italien et sur Paolo Virzi. Bruno, merci beaucoup. Merci à tous. Rendez-vous demain pour la suite des événements. Et voilà. Merci, à très bientôt.